Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre. Partie suivante, Superman de 1938 à aujourd'hui. C'est donc un sujet que j'ai fait lors d'une conférence, lors du festival de Volcrange, le Rayon Vert. Alors, je pense que vous vous en doutez, hein, la conférence en elle-même durait 45 minutes. Superman, ça fait presque 90 ans qu'il est là. Euh, donc, je ne fais pas année par année, hein. Je pense que vous en doutez. Quand je dis Superman de 1938 à de nos jours, à aujourd'hui, on va vraiment faire les grandes périodes de Superman, ce qui va nous permettre quand même d'avoir une grosse visibilité sur l'ensemble de sa vie. Donc, mais bien évidemment, il va sans doute euh, manquer certaines choses. Ça, c'est évident. En 45 minutes, on ne peut pas résumer un personnage de 90 ans. Commençons par le commencement, comme on dit. Alors, Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster en 1938, donc à travers Action Comics numéro 1. Ce numéro est considéré comme étant le numéro qui a mis en place du coup le premier super-héros, non pas super-héros, mais super-héros moderne. Le mot moderne ici est important, pardon. C'est-à-dire que c'est ce personnage en fait qui va donner la définition au genre de super-héros qu'on a entre guillemets aujourd'hui en tête. Donc c'est-à-dire un personnage qui, avec un costume, une identité secrète et des capacités ou des équipements extraordinaires, va combattre le mal de manière totalement désintéressée, donc pour autrui, pour l'humanité, pour le bien commun, tout ce que vous voulez, mais en tout cas pas pour lui-même. Donc autant dire que du coup, juste avec ce premier numéro, tu retrouves vraiment l'essence, l'essentiel de tout super-héros entre guillemets classique de Marvel et DC Comics, quoi. En termes de sources d'inspiration, on a des choses qui sont officielles, on sait des choses grâce aux différentes interviews, aux différentes déclarations des auteurs, et il y en a d'autres qui sont on va dire des sources d'inspiration fortement probables. C'est presque des évidences, mais rien qui a été dit, on va dire, en termes de déclaration. Donc, on ne peut pas trop l'avancer, même si, encore une fois, c'est plutôt évident. En termes des sources d'inspiration dont on est sûr, déjà, le terme Superman, c'est tout simplement un nom quand même assez commun à cette époque aux États-Unis, hein. Donc, c'est un adjectif que l'on utilisait pour qualifier quelqu'un qui avait des capacités extraordinaires, et ce, quelles que soient les capacités en question. Donc Usain Bolt courait vite, un journaliste pouvait très bien dire que c'était un Superman. Dans le même ordre d'idée, un homme politique qui avait l'art de l'éloquence, on va dire, qui avait du bagou, quoi, qui avait un bon bagou, il pouvait être aussi considéré comme étant un Superman. Donc vous voyez, c'est un adjectif quand même que l'on peut utiliser assez facilement suivant les situations et qui était relativement commun à l'époque. Donc, ils n'ont pas vraiment inventé le terme Superman, ils l'ont juste réutilisé ensuite pour ce personnage. Concernant le costume de Superman et bah, le fameux slip au-dessus du pyjama, comme on dit, est-ce que tu le sais, Martin? Je sais même pas. Oui, c'est une inspiration au. Alors je sais pas comment traduire ça, mais genre au strongman du cirque, enfin au gars qui soulevait des gros Exactement. poids, qui avait voilà le slibard au-dessus du pantalon quoi. Et exactement, exactement. Strongman, homme fort, hein, bah, comme toi, Martin, hein. Oui, tout à fait. Regardez, Je moi te ça. caresse dans le sens du poil. Voilà, ça Comme fait notre plaisir. ami Martin, hein. D'ailleurs, vous Mmh. voyez, c'est un faux homme fort puisque lui n'a pas le Voilà. slip au-dessus Et j'ai du même la calcif. petite les trucs des cheveux de Superman. Voilà, ils partent n'importe comment. Voilà, j'ai tout ce soir. Il manque plus que le slip au-dessus du pantalon. Donc, je pense que vous le savez, le cirque a quand même énormément évolué. Et puis, bah, même si vous êtes plus jeune, hein, je pense que, pas plus jeune, bon, entre guillemets, bah, je veux dire de l'âge de Martin, même là, vous avez vu que le cirque a évolué dans le sens où, par exemple, les animaux ont disparu ou presque disparu. Bon, bah, à cette époque, c'était encore pire. On avait un- le cirque qui faisait presque foire, on va dire, à l'époque, avec, il n'était pas rare, des personnes qui sortaient un peu de l'ordinaire, notamment un homme fort ou des trucs comme ça, quoi. Et ça, donc, c'était typiquement le costume de l'homme fort. C'est ce qu'ils ont repris du coup pour ici Superman. Concernant les différents pouvoirs,
faut pas chercher très loin. Il lisait énormément d'histoires de science-fiction et donc les pouvoirs proviennent des différents pulps en fait qu'ils avaient lus à l'époque. Donc là-dessus, rien de bien extraordinaire. Concernant les influences un peu moins, donc, dont on est presque sûr, mais qui, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé qu'ils en avaient parlé, qu'ils l'avaient déclaré lors de différentes interviews. Bon, l'origine story de Superman ressemble quand même vachement à celle de Moïse, donc à savoir un peuple qui est en souffrance et qui est sur le point d'être exterminé. Bon, pour Moïse, c'est tous ceux d'une même génération, c'est tous les mâles euh, les plus grands d'une famille, j'ai plus le terme en Les tête, aînés? mais tous les aînés mâles, voilà, des familles qui devaient être exterminés par le peuple égyptien. Donc du coup, c'est comme ça que ils ont envoyé donc le bébé qui était voué à une mort certaine, qu'ils l'ont mis sur le Nil. Et c'est comme ça, du coup, qu'après les Égyptiens l'ont récupéré, qu'ils l'ont appelé Moïse, qui veut dire sauver des îles, etc. Sauver des îles, sauver du Nil, pardon. Et étant donné que Jerry Siegel et Joe Shuster sont juifs, bon, il y a quand même de grandes chances effectivement qu'ils aient un peu pioché dans leurs propres croyances, dans leurs propres histoires, et dans ces croyances, on retrouve notamment le golem, Moïse, etc. Donc voilà, même si, de ce que moi j'ai vu, ils l'ont pas dit de but en blanc dans les interviews, il y a quand même effectivement de grandes chances qu'ils se soient inspirés de ça. Bon, sachant que c'est un grand classique, hein. Enfin, je veux dire, Sangoku suit exactement la même trajectoire aussi au final, hein. Mhm. C'est finalement Moïse avec de la science-fiction en plus. Sacré pitch. Alors, Jerry Siegel et Joe Shuster, je pense que vous vous en doutez. Enfin, je pense que vous le savez parce que c'est quand même vachement connu. Ils se sont battus quand même pas mal de temps après avec DC Comics pour essayer de récupérer les droits du personnage. Donc ils n'ont jamais réussi à les récupérer et par la suite donc ce sont les héritiers qui ont essayé de se battre et le mois dernier encore Mm. ils sont passés au tribunal mais ils n'ont toujours pas réussi à récupérer les droits, donc cette fois c'était de Warner Bros. Mais ils ont quand même. Là, enfin, Mais ils continuent. ils continuent et je veux dire, ils ont un petit peu plus de reconnaissance. Voilà, les apparitions de Superman sont toujours créditées comme avec l'accord de la famille de Schuster Oui, et Siegel. Enfin voilà, c'est. et dès lors qu'il apparaît il y a écrit aussi créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, ce qui n'était pas systématiquement le cas avant Voilà. aussi. Et ça a été pareil avec Bill Finger pendant. Ça fait quoi? Ça Oui. fait à peine 10 ans qu'il est crédité avec Bob Kane, alors que bon, c'est Alors lui le qu'on sait créateur pertinemment qu'il a fait bien plus que que Bob oui, Kane. ouais, 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 Sauf le nom peut-être, mais absolument. voilà, quoi. Mais bon. C'est une C'est un autre histoire. peu. Après, je pense qu'en l'occurrence, la famille de Joe Shuster et Jerry Siegel, lorsqu'ils essayaient de se battre pour récupérer les droits de Superman, je pense qu'ils pensaient plus à de l'argent qu'à de la reconnaissance, pour être honnête. Mais la reconnaissance doit être là, et effectivement, elle est un peu plus là que par le passé. C'est toujours pas parfait, mais on va dire on avance. Dans le cœur des fans, en tout cas, le nom Superman, il est devenu quand même indissociable de Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc, je suppose qu'on avance, du coup. Revenons à nos premières années au niveau de Superman, qui est divisé un peu en plusieurs étapes. Au tout début, on, on a qui est quand même vachement, on va dire, dans notre monde, avec des menaces qui sont quand même très terre à terre, et j'ai envie de dire, qui sont malheureusement quand même vachement communes. Là, par exemple, l'image que j'ai mis en haut à gauche, c'est Superman qui intervient lors d'une scène de violence conjugale. Euh, Bah voilà, malheureusement ça arrive sur Terre, et donc ça c'est le genre d'histoire auquel Superman va être mêlé dans un premier temps. Ce n'est que par la suite en fait qu'on va commencer à mettre en scène des ennemis qui vont être entre guillemets à sa hauteur. Euh, donc, il va y avoir pas mal de savants fous dans un premier temps. Il va y avoir Ultra Humanite en 1939, qui pendant très longtemps va avoir le statut d'ennemi juré de Superman. Et on a quand même Lex Luthor dès 1940. Donc là, vous avez sa toute première apparition aussi en bas à gauche. Comme vous pouvez le voir, il a déjà le costume, par contre, il avait des cheveux. Le rouquin. Donc ça aussi, c'est pas forcément connu si vous êtes un lecteur occasionnel ou si vous regardez juste les films. Mais suivant les comics, il arrive que Lex Luthor ait des cheveux, c'est tout à fait possible. Toujours en 1940, Hitler affronte Hitler.
Superman affronte Hitler et Hirohito, donc les Allemands, l'Allemagne nazie et les Japonais. Donc pareil, ça aussi, hein, c'est clairement un signe que les auteurs sont juifs. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, comme je vous le dis, ce dessin date de 1940. Or, l'entrée en guerre des États-Unis euh, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 7 décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, donc des Japonais, sur les États-Unis. Avant ça, les États-Unis essayaient de garder une certaine neutralité quant au massacre qui se passait en Europe. Donc, du coup, ici, c'est clairement un parti pris, une volonté des auteurs de montrer dans quel camp ils étaient, mais ça ne reflétait pas forcément, du coup, la position officielle de l'Amérique à l'époque. Comme pour Captain America, d'ailleurs. C'est le... Comme pour Captain America, absolument. C'est exactement la même chose. Tout ce que je viens de dire fonctionne pour Captain America, si ce n'est l'année de création du personnage. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Il arrive très vite en Europe, notre ami Superman. Mais alors, je ne sais pas si tu le sais, mais concernant les noms qu'avait Superman au tout début, Les noms, il y en a un qui est quand même assez connu. bah, je dirais, enfin, Non? c'est des trucs genre style l'homme d'acier ou les trucs comme ça ou encore autre chose? Alors, pas surnom, mais il avait carrément changé de nom. Alors, en France, au tout début, on l'appelait Yordi. Parce qu'on avait peur, donc pas Jordi qui chante Dur dur Oui, d'être bébé, à Yordi. Parce que ils trouvaient que Superman, ils avaient peur qu'il y ait une connotation un peu trop nazie, tu sais, bah, avec le fait que de la l'Ubermensch, oui. races supérieures, les surhommes, etc. Donc Superman, ils avaient clairement peur que ce nom renvoie à l'idéologie nazie. Donc du coup, pour s'en distancer, ils ont changé le Superman en Yordi. Yordi. Mais ça me dit quelque chose, ouais. En Belgique, ils ont aussi changé le nom, mais pour d'autres raisons. Donc, en Belgique, il s'appelle Marc l'Hercule moderne. Par contre, concernant le changement de nom, c'est parce que dès le début, en Europe, on partait du principe que c'était quand même une lecture tout public et que les enfants, voire une lecture jeunesse, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, les premières histoires de Superman étaient disponibles dans Spirou. Donc, par rapport à ça, il faut s'adapter aussi au public enfant. Et par rapport à ça, ils avaient peur que Super soit compris, mais pas forcément le man. Donc, du coup, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'ils ont traduit en Marc l'Hercule moderne. Mais c'est vrai que Mac le disait sur le chat, genre S pour Yordi, bravo quoi. C'est vrai que. S pour Yordi, c'est évident. C'est- Ah, Marcule. Hmm. Bonne nuit, ma chérie, je t'aime très fort. Après, je te refais un câlin. Par contre, bah, du coup, ce Superman a quand même eu du succès et ce très très rapidement. Du coup, les éditeurs vont euh, assez vite mettre un peu les mains dans le plat, comme on dit. Non, les pieds dans le plat. Ils vont assez vite mettre les pieds dans le plat et imposer une certaine vision des choses aux auteurs et bah, imposer à ce qui est de moins de références en dessous de la ceinture, des méchants plus colorés plutôt que des malfrats qui feraient peut-être peur aux enfants. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a glissé donc des scènes de la vie de tous les jours, comme je vous ai dit, notamment avec les violences conjugales. Bah, il n'y avait pas que ça, mais là c'est l'exemple que j'ai mis pour glisser vers des personnages un peu plus loufoques, un peu plus colorés, histoire de voilà que ce soit un peu plus divertissant pour les enfants, et bien sûr un recul de la violence. Alors, de 1941 à 1970, on va passer à l'ère de Mort Weisinger. C'est une ère qui va quand même répondre à un certain nombre de règles et qui ne vont pas vraiment changer durant toutes les années où il va être l'éditeur principal donc de Superman. Le gros point positif sous l'ère de Mort Weisinger, c'est que on va vraiment développer la mythologie Superman comme jamais. Alors j'ai pris quelques exemples. On va tester l'ami Martin. Vas-y, contrôle surprise. Dis-nous tout, qu'est-ce qu'on a mis de beau là? Bah, Krypton, bah, c'est marqué quand même. Bon, Krypton, bah, du coup, Lex Luthor, hein, je vais le faire courir, moi, le rouquin. Euh, euh, c'est pas ma meilleure des refs, mais bon, elle me fait rire. Crypto, hein, le toutou, le bon chien, la Mhm. forteresse de solitude, Bizarro, Brainiac.
On a Supergirl et juste avant Supergirl, là il va me... Alors, bah, Métallo en fait, je dirais. Ouais, Oui, ok. oui, Yes, absolument. Métallo. Donc j'allais dire 10 sur 10, mais non, plutôt 8 sur 8. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même des choses classiques qui sont apparues très tôt. Donc du genre le principe même de Krypton, la planète qui explose, ça c'est dès le début, hein, c'est 1938. Lex Luthor, ça va très vite aussi, 1940. Mais même si c'est un peu plus tard, ça arrive quand même très 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 tôt, ces personnages qui sont quand même, il faut le dire, indissociables de l'univers de Superman. Tous les Bizarro, la forteresse de solitude, Brainiac, Metallo, tout ça, ce sont des grands classiques, des vilains qui se dressent très fréquemment sur le chemin de Superman. Et tout ça, donc, ça a été créé sous l'ère de Mort Weisinger. Alors, le côté négatif de cette approche, c'est que les histoires sont pas super accessibles en fait. C'est-à-dire que si tu es dedans, clairement, tu es dans ton délire, tu suis Superman, franchement, tu es aux anges, parce qu'en termes d'imagination, ça va très loin, ça envoie du lourd. La mythologie, comme j'ai dit, Superman se développe vraiment très très vite et vers le haut, pas vers le bas, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, pour le lecteur qui vient de débarquer, franchement, c'est un peu difficile de se mettre dedans. Du coup, cette ère est assez connue pour ne pas être super, super accessible pour les lecteurs, pour ne pas avoir su récupérer de nouveaux lecteurs. Et Maury Weisinger le dira lui-même une fois qu'il sera à la retraite, que c'était peut-être un peu son regret de ne pas avoir écrit des histoires peut-être un chouïa plus accessibles, histoire d'attirer un peu plus de monde. Euh, Autre point quand même qui pour moi est négatif, c'est que en fait, il y a peu de liens avec notre réalité. Ce sont que des histoires, comme je dis, imaginaires autour de la mythologie de Superman. Ça, dans un sens, c'est bien. Mais les histoires sont peut-être un peu trop légères quand même. C'est-à-dire que, à part au tout début, avec encore une fois Hitler et Hirohito, euh, on ne parle pas de la guerre du Vietnam, par exemple. On ne parle pas du mouvement américain des droits civiques, alors que dans ces années-là, ben, on est en plein dedans. Et moi, je trouve ça dommage parce que ben, c'est l'un des intérêts principaux des comics, justement. C'est de dénoncer tout ce qui se passe sur notre planète, en fait, dans notre société. C'est exactement ce qui a été fait dès les premiers numéros de Captain America et de Superman. Donc, c'est un peu dommage de s'être éloigné de cette vision des choses. Et bah, le truc, c'est que donc l'éditeur l'a dit lui-même, il voulait il voulait se mettre personne à dos, quoi. Donc, et pour se mettre personne à dos, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme dans les repas de famille, on parle pas de politique, on parle pas de religion, c'est un peu le même principe. Je sais pas, pour la guerre du Vietnam, j'ai plus les. Bon, en même temps, c'est très longtemps la guerre du Vietnam, mais oublie pas, Mort Weisinger, c'est jusque 70, hein. Là, j'ai mis une image qui vont jusque 59, mais ici, je l'ai mis, c'est de 41 à 70, hein. Et lui, il a suivi tout le temps cette directive. Oui, la guerre Donc, du Vietnam, du c'est coup, les années voilà, 60. des bonnes choses, des choses qui sont pas décevantes, mais qui sont peut-être un peu plus discutables. C'est vrai que c'est un peu dommage. Encore une fois, bah, tu as plusieurs façons de lire un comics ou mais même un livre au sens large. Tu peux tout simplement lire et profiter de l'histoire, mais tu peux essayer aussi de lire entre les lignes, voir le sous-texte, voir qu'est-ce qui est mis en place, est-ce qu'il y a des choses qui sont dénoncées ou pas. Et là, visiblement, cette étape de sous-texte, elle est absente. C'est un peu dommage. Ou en tout cas, superficielle. On passe à un numéro qui est assez important quand même, qui est Justice League of America 73 ou les deux Superman de 69. On parle beaucoup de, tu sais, de Flash of Two Worlds, des trucs comme ça, du principe des terres parallèles, et on parle pas forcément de ce numéro, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il est quand même assez important et d'autant plus important dans l'histoire de Superman. Est-ce que tu sais en quoi consiste ce numéro ou pas du tout, Martin? Non, ça me. Je sais pas, le côté genre numéro marquant de JLA, ça me dit quelque chose, mais là, pour expliquer ce que c'est, je... Alors, bah, pas tant grand mieux, chose. du coup, je vais pouvoir expliquer. Alors, il faut savoir que il faut que je m'éloigne un petit peu de Superman pour vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Il faut savoir que les comics, ce sont des hauts et des bas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et Des débats comme on le sur fait quoi? aujourd'hui, quand ça marche pas, on passe la série régulière en série limitée, voire on l'arrête. À une époque,
il y a tous les titres de DC Comics qui ont été arrêtés parce qu'ils se sont presque tous cassés la figure, à part 3 numéros, donc qui sont Superman, Wonder Woman et Batman. C'est aussi ce cassage de figure et le fait qu'après ça, on a recréé des nouveaux personnages, mais sous les costumes existants. Donc c'est comme ça qu'on a plusieurs Green Lantern, plusieurs Flash, que finalement, on a ce qu'on appelle un âge d'or, un âge d'argent, un âge de bronze, etc. Le problème avec cet âge d'or et cet âge d'argent, c'est concernant les super-héros qui, justement, ne se sont pas arrêtés. Pourquoi? Parce que du coup, tu as un gros problème dans la continuité. Parce que Superman, en fait, de par son statut de super-héros numéro 1 de l'univers d'ici, il côtoie tout le monde. Mais c'est pas possible du coup. Parce qu'en fait, il côtoie du coup le Green Lantern ou le Flash qui vient tout juste de débarquer, mais il côtoie aussi les héros qui ont combattu la Seconde Guerre mondiale, la JSA, tout ce que vous voulez. Donc ici, ça va commencer à être problématique en termes de continuité. Du coup, par rapport à ça, il y a un autre éditeur qui est Dennis O'Neill qui clairement va dire écoutez, on peut plus continuer comme ça, enfin, ça n'a ni queue ni tête. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez un Superman qui, il y a 30 ans, 40 ans, défoncé du nazi, et puis là, maintenant, qui court à côté de Flash? Non, c'est pas possible. Donc, il dit on va régler ça, on va partir du principe que, un peu comme tous les autres super-héros, qu'il y a eu deux Supermen. Donc, on va dire qu'il va y avoir une Terre 1. Donc Terre 1, ça va être notre nouveau Superman, ça va être Kal-El, celui que nous connaissons aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire, qui est donc notre Terre et qui est donc du coup le Superman de l'âge d'argent, celui qui donc vient d'être créé, et l'ancien Superman, lui, donc le Superman de l'âge d'or, va être attaché à la Terre 2. Et il va s'appeler Kal-El aussi. Donc la différence, elle est minime mais elle est existante. C'est pour la Terre 2, c'est Kal-El et le L, c'est juste un L, tandis que sur Terre 1, c'est Kal-El, EL. Ouais, c'est ça la petite différence. Et les deux Superman, avec cette approche, en fait, ça va aussi permettre de proposer des choses différentes. Donc, par exemple, le Kal-El de Terre 2, donc l'ancien Superman, il va épouser Lois Lane bien plus vite. Il va épouser Lois Lane en 1950. Tandis que notre Kal-El à nous, ça va pas arriver de sitôt. Donc ça va être aussi l'occasion de proposer, de donner deux directions différentes aux personnages, de tester plusieurs choses, voir ce qui marche pas. Mais en tout cas, ici, c'était le point de départ, déjà des terres parallèles dans un sens, mais aussi pour essayer de régler ce gros problème de continuité qui, par la force des choses, s'était installé au sein de l'univers DC Comics. Donc là, du coup, vous avez le Superman originel qui combattait les forces de l'Axe et qui s'est marié aussi en 1950 avec Lois Lane. On passe à l'ère suivante, donc de 1970 à 1986, qui cette fois est l'ère de Julius Schwartz. C'est une ère qui est connue pour proposer des histoires enfin un peu moins légères. Alors déjà, une des premières choses qu'il va mettre en place, ça va être une réduction des pouvoirs de Superman, et j'ai envie de dire, il était temps. Je pense que vous le savez, hein, les pouvoirs de Superman, ils ont quand même vachement changé au fil du temps. Des fois, il était un peu plus puissant, des fois, il était un peu moins puissant, mais à un moment, ses pouvoirs commençaient à prendre des proportions délirantes, enfin, ça devenait n'importe quoi, enfin, au bout d'un moment, il arrivait même à voyager dans le temps, c'est plus possible. Enfin, là, il y a vraiment plus de défi. Donc, du coup, une des premières choses qu'il va essayer de mettre en place, ça va être la réduction des pouvoirs de Superman, qui commençait, comme je vous le disais, à prendre des proportions délirantes. Bon, ça va remonter quand même, hein. C'est-à-dire qu'il va réduire les pouvoirs et après, ils vont quand même remonter. On peut pas toujours réussir tout ce qu'on entreprend. Et il va y avoir de nouveau pas mal de zigzags au niveau des pouvoirs. Mais à la base, ce qu'il voulait, une des premières choses, c'était ça. Ensuite, ce qu'il a voulu mettre en place, c'était des histoires moins légères, alors qui ne reflétaient pas forcément notre réalité, ça change pas, mais qui avaient quand même une dimension un peu plus dramatique. Donc c'est le cas par exemple pour son récit For the Man Who Has Everything, enfin son récit qui a été fait sous son ère, et dans laquelle le super vilain Mongul donc fait croire à Superman qu'il vit heureux sur Krypton, que la planète n'a jamais explosé. C'est quand même une histoire assez connue, et si je ne me trompe pas, c'est celle qui était aussi offerte lors du Superman Day de cette année, c'est ça? Ouais, c'est l'histoire écrite par Alan Moore et je sais pas si c'est Ouais, dessiné par, j'ai envie de dire Kurt Swan, mais je pense pas. Je pense que je confonds avec
Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Mais oui, en tout cas, c'est Alan Moore qui a écrit. Et il y a une adaptation dans la Alan Moore au série. scénario, ouais. Ouais, il y a une adaptation dans la série de Justice League. Je sais plus si c'est Justice League ou Justice League Unlimited. Mais voilà, en tout cas, il y a une adaptation, une très bonne adaptation en Mhm, série mhm. d'animation. Donc un récit quand même vachement connu dans le, dans le paysage de Superman et qui effectivement est bien plus dramatique que ce qu'on avait pu nous proposer par le passé. Donc ça, cette approche, j'ai presque envie de dire un peu plus moderne, le genre d'histoire qu'on aime un peu plus lire normalement, c'est sous l'ère de Julius Schwartz qu'elle a été mise en place. En 1986, on arrive à Crisis on Infinite Earth. Alors, pour ça, il faut que j'explique que je m'éloigne de nouveau aussi un petit peu de l'univers de Superman, même si, pour le coup, c'est quand même bien plus connu que le Justice League of America de 73 ou les deux Superman de 69. Donc, DC Comics commence à penser que le principe des différentes terres, des univers parallèles, c'était bien pratique, mais que c'est devenu un bordel monstre. Par rapport à ça, ils veulent revenir à des choses plus simples. Et quand je dis plus simple, c'est vraiment plus radical, c'est-à-dire on arrête le délire des terres parallèles. Il y a une terre et rien d'autre. Sauf que bien évidemment, tu es dans l'univers des comics. Il suffit pas de prendre une décision éditoriale et du jour au lendemain de la poser dans les comics. Il faut que, scénaristiquement parlant, ça soit viable, que ça s'explique. Et cette explication, c'est Crisis on Infinite Earth. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Ils vont mettre en place l'Anti-Monitor, donc un net qui a vraiment été créé pour l'occasion, et qui est un énorme monstre, je crois que je l'ai mis aussi en image, hop, qui veut détruire toutes les terres parallèles. Donc donc le combat final, c'est une boucherie, hein. Il y a plein de super-héros qui vont mourir. Ça va être l'occasion pour DC Comics de faire un petit tri dans les super-héros. Il y a notamment Barry Allen qui se sacrifie. Alors, toutes les crises, ou presque, ont forcément un lien avec un Flash à un moment ou à un autre, hein. C'est presque une règle d'or. Donc, dans son cas, c'est Barry Allen. Et pourquoi il est connu? Parce qu'il se sacrifie pour la bonne cause. Mais il y a d'autres personnages donc, qui vont mourir, notamment Supergirl. Là, c'était plus un règlement de compte parce que le personnage s'était cassé la figure en 1984 avec le film. Donc, il ne voulait plus en entendre parler dans les comics ou en tout cas le mettre au rebut pendant quelques temps avant de le faire revenir un peu plus en forme parce que là, clairement, les ventes n'étaient pas du tout au top à ce moment-là. Et encore une fois, donc, le but est de détruire toutes les planètes. C'est ce qui va se passer. Et les dernières planètes vont fusionner pour ne donner plus qu'une seule Terre. Et c'est comme ça donc, que l'on va régler le principe des terres parallèles. Donc, par la suite, il va y avoir d'autres crises qui vont les faire revenir, les faire disparaître. Ça sera pour une autre fois. Mais pour cette crise-là, le but, c'est de stopper les terres. Et vous vous en doutez, cette histoire a un impact direct sur l'univers de Superman. Alors, pour deux choses. Déjà, au niveau du scénario, puisque, bah, encore une fois, on, on change de direction, hein. On te dit qu'il y a plusieurs Superman, plusieurs Terres. Finalement, il n'y a qu'un Superman, une Terre. Enfin, il y a encore d'autres Superman, mais là, il y aura un Superman qui sera vraiment développé dans les histoires et une Terre. Et cette histoire, aux côtés de Watchmen et de Dark Knight Returns, sont aussi le trio d'histoires qui vont vraiment marquer l'industrie de la BD américaine et qui vont faire rentrer la BD américaine dans ce que l'on appelle l'âge moderne. Donc avant ça, on était passé, je vous en ai parlé, de l'âge d'or à l'âge d'argent, et on était à l'âge de bronze. Avec ces trois histoires-là, on passe clairement à l'ère moderne, une ère où on est encore à l'heure actuelle, hein, où on va proposer donc des histoires un peu plus sérieuses, un peu plus matures, un peu plus sombres, un peu plus dramatiques. Donc autant vous dire que c'est une approche qui va bien évidemment influencer tous les récits de Superman ou presque après ça. En 1992, on passe à la mort de Superman. Alors, concernant la mort de Superman, il faut savoir qu'à la base, l'idée de DC Comics, c'était surtout que Superman et Lois Lane se marient enfin. Je dis enfin parce que jusque-là, le mariage, c'était pour l'autre Superman. Kal-El avec juste le L, n'oubliez pas. Donc là, ils voulaient mettre en scène le mariage de Superman, de Clark Kent et de Lois Lane. Le problème, c'est qu'à cette époque, il y a une série télé qui est diffusée et qui est Lois et Superman, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Et les producteurs
et scénaristes ont dans l'idée de faire que les deux personnages se marient. Ça contredit pas forcément les projets de DC Comics, mais DC Comics voit ça comme une opportunité, un signe, et se dit bon, on va être raccord avec eux, on va le faire en même temps, ça sera plus sympa, on va faire ça comme ça. Sauf que, bah, bien évidemment, du coup, tu as un an et demi à tuer. Et tu vas pas faire que Superman reste couché dans son lit pendant un an et demi. Donc qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Ils vont mettre en place la mort de Superman. Donc une histoire quand même qui est énormément connue, qui a eu un impact monstre, qui s'est vendu à des tonnes d'exemplaires, mais grâce au rayonnement que le titre a. Je sais pas si vous vous rendiez compte, mais Superman, c'est presque comme Coca-Cola, quoi. C'est un des symboles des États-Unis. C'est Coca-Cola, c'est Mickey, c'est Superman, quoi. Donc, lorsque Superman meurt, à l'époque, vous avez tous les journaux qui en parlent. Donc, Les vrais journaux. clairement, il y a un impact. Ça va énormément se vendre. Maintenant, au niveau intérêt, c'est un peu comme Crisis on Infinite Earth. L'impact est là. On sait que c'est important d'un point de vue historique. On sait qu'on assiste à quelque chose. Par contre, au niveau de l'histoire, ça ne suit pas. Tu disais, Martin, pardon? Non, je disais, genre, on en parlait dans les journaux et genre, dans les vrais journaux, genre, pas spécialisés. Genre, à quel point, Ah oui, bien à sûr. quel point c'était. Voilà, c'est. Gros événement, quoi. Après, cette histoire est assez connue plus par sa suite, qui est quand même de meilleure qualité, qui est The Reign of the Superman, et qui va aussi lancer la destruction de Co-City et la disparition de Hal Jordan tout doucement de l'univers des Green Lantern. Mais la mort de Superman en elle-même est assez décevante. Oui. Euh, à la limite, ce qui était un peu plus intéressant, c'était peut-être l'apparition de Doomsday. On aurait pu penser que, quitte à faire tuer Superman, autant donner cette carte à un personnage assez connu, peut-être qu'il s'était acharné longtemps face à Superman, mais là, non, non, ils ont créé un personnage vraiment pour l'occasion, et surtout, ils n'ont rien expliqué à son sujet, ce n'est que plus tard qu'on a son origin story, ce qui, du coup, donne un impact d'autant plus fort pour Doomsday. Donc ici, vous avez une des covers quand même qui est vachement connue, La mort de Superman. Cyborg Superman, je l'ai mis tout simplement parce que c'est un de mes personnages favoris, je l'adore, et c'est un des 4 personnages qui se présente comme étant le successeur de Superman. Enfin, lui, c'est encore pire puisqu'il dit carrément qu'il est Superman, mais qui s'est robotisé pour pouvoir survivre. Et à droite, vous avez le vrai Superman, donc qui revient d'entre les morts dans Avec une tenue noire. et un Donc, fantastique il mulet. est mort vraiment pas longtemps. Voilà. Ils auraient dû mettre le mulet Comme pour dit l'ami Cavill dans Martin, c'est le. la mort qui a tué la mort. Oui, c'est Dr. les. Henshaw, Ouais. oui, tout à fait. Mhm. Hank Henshaw pour Cyborg Superman. Petite parenthèse hors comics, parce que bon, c'est quand même important. Le film Superman de 1978, un grand classique, donc de Richard Donner, avec, on pense à lui, bon, on pense à tous les acteurs qui nous ont quittés, mais on pense aussi à Gene Hackman, puisqu'il était le tout dernier à nous avoir quittés. Un film qui a cartonné, qui a extrêmement bien marché, qui est toujours aussi agréable à regarder maintenant. Bon, attention, on parle d'un film de 78, hein, pas un film qui est sorti hier, mais qui reste toujours aussi agréable à regarder et qui, surtout, va avoir un véritable impact. Alors, avant tout, dans l'univers des super-héros au cinéma, puisque on va avoir 3 autres films Superman après ça, et c'est après ce film-là que Warner Bros. Va se dire: ah la vache, ça marche bien, mine de rien, les super-héros. Ouais, finalement, on va peut-être le faire, ce film Batman. Hein. Ah, et puis il est sympa, Tim Burton, quand même. Voilà, tout ça, c'est officiel, hein, jamais ça se serait fait sans le carton qu'a été Superman de 78. Et bien évidemment, ça a eu aussi son petit impact sur l'industrie des comics. Ouais. À noter aussi que, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, cette vision aussi de Superman, cette écriture de Superman par Richard Donner, euh, ce, ce Superman version Christopher Reeve, c'était aussi un Superman un petit peu différent, en fait, un petit peu différent des comics, mais souvent, dans la vision des gens, du coup, c'est ce Superman le vrai. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est assez. J'aime bien le film, mais je trouve qu'il a fait des, des dégâts de manière irrémédiable à la perception des gens.
enfin oui, la perception qu'ont les gens pour à propos de Superman, ouais. Superman. Et j'ai Alors, l'impression que c'est les pas gens veulent. catastrophique, hein, mais c'est Non, différent. mais en fait, c'est que dès que tu sors un petit peu de ce carcan-là, t'as l'impression que t'as trahi Superman et que c'est pas comme ça qu'il devrait agir, alors qu'il a 80 ans d'histoire où bah, Ouais. il a pas été toujours comme il était dans le film, quoi. Donc, ça a un peu Mhm. trop sacralisé à mon opinion, même si le film est très bien. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, j'ai fait du coup un petit coucou à Richard Donner, à Gene Hackman et à Christopher Reeve. On va terminer donc petit coucou aussi à John Williams, Marlon Brando, même si son apparition tenait de l'éclair, et à Margot Kidder. Ouais. Alors, malgré les apparences, j'ai dit que c'était un gros succès critique et financier, et c'est le cas. Mais mine de rien, c'était même pas le plus gros succès de 78. Mais bon, il n'avait pas de quoi rougir, puisque le premier, c'est un monument aussi, entre guillemets, du cinéma, en tout cas dans son genre. Allez les amis, dites-moi, de quel film s'agit-il? Un film sorti en 78 qui est passé devant Superman. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je dirais Les Dents de la Mer. Non, c'est un film où on retrouve Travolta. Grise? Ouais, carrément. Oh Il non. est C'est la comédie musicale par excellence, hein, c'est la plus connue au monde sans doute, hein, c'est Ouais, Grease. mais je déteste les Donc, comédies musicales. ah oui, moi aussi, mais bon, je me dis qu'au moins il a été battu par Grease et pas par je sais pas quoi. On va Oh, dire c'est déjà pas mal. Et même aujourd'hui, donc ce film a clairement eu un impact. Il y a plusieurs cinéastes qui ont déclaré s'être inspirés de ce film, notamment Christopher Nolan et son Batman Begins. On continue donc notre petit bonhomme de chemin. On arrive en 2011 avec le New 52. Ici, la volonté de DC Comics était de faire un relaunch, c'est-à-dire de proposer de nouveau des numéros 1. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, ici, l'idée c'était aussi de l'expliquer scénaristiquement parlant. Donc ils vont mettre en place Flashpoint, enfin ils vont mettre en place. Geoff Jones, sous la directive de DC Comics, va mettre en place Flashpoint, qui va être une sorte de mini-crise qui va tourner autour de nouveau de Flash et qui va pouvoir expliquer différents changements. Et l'un de ces changements, c'est le fait que du coup, nous avons un autre Superman, le Superman de New 52. Alors, c'est un Superman quand même qui est vachement différent, mais on le retient surtout parce qu'il a une relation du coup avec Wonder Woman et c'est la grande première. C'était vraiment inédit jusque-là, tout du moins dans la continuité. Hors continuité, je pense que vous le savez, on fait ce qu'on veut. Mais ici, dans la continuité, c'était la première, donc Superman et Wonder Woman. Bon, cette version n'a pas eu un grand succès. Et Non. là, Mac le dit, c'est avec ce Superman qu'il a commencé et pourtant il l'a pas apprécié. C'est quand même rare de commencer quelque chose et de ne pas aimer. Moi, les premières histoires que j'ai lues, forcément m'ont marqué et pourtant, pas ce Superman, c'est que clairement c'est un signe. Ça a été un peu raté. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès Superman 52, en fait, ils vont tuer le personnage. Alors 52, c'est pas anodin, hein, c'est un numéro qui revient très 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 souvent chez DC Comics. Un de ces quatre, je ferai un sujet pour Adécona 52, ça pourrait être rigolo. Donc en 2016, DC Comics met en place Superman Rebirth, qui va donc mettre en place le retour du Superman qu'on connaît. J'allais dire le vrai Superman, mais si vous avez suivi, c'est pas le vrai Superman, ou en tout cas c'est pas le premier Superman, puisque le premier Superman c'était celui de l'âge d'or, c'est celui de Terre 2. Mais en tout cas notre Superman dans le sens où on l'entend, donc le Superman d'âge d'argent, celui de Terre 1 qui revient enfin. Par contre, ce qui a été intelligent, c'est que ils ont fait continuer son histoire en fait. C'est-à-dire que pendant que nous on suivait les histoires du Superman du New 52, on apprend que Superman faisait sa vie de son côté. Donc tu le retrouves quelques temps après. Donc comme vous voyez sur cette super cover qui a une idée de récapitulation de tout ce qui s'est passé. Donc il a épousé Lois Lane et il a eu un enfant qu'il a appelé, comme son père adoptif, Jonathan Kent. Jonathan. Comment? Non, j'ai dit Jonathan. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Ce genre de blague. Oh non, pitié quoi. Eh oui. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Clark Kent? Pourquoi
Pourquoi ce prénom? Pourquoi papa et maman Kent l'ont appelé Clark Kent? J'ai une explication, mais je sais pas si c'est celle qui est canon. Alors, Euh, moi c'est pareil, j'ai une explication qui est donnée le plus souvent, mais je sais pas si c'est celle qui est conservée du coup. Je sais pas. Alors Ah c'est bah laquelle que toi tu as? c'est peut-être. Après c'est peut-être celle qui donne dans Smallville, mais il me semble que, en tout cas, je crois que c'était dans Smallville. Clark était le nom de jeune fille de Martha ou le nom de de famille de sa Absolument. mère ou un truc comme ça. Donc Ouais. Kent c'est le nom bah, du coup de l'homme, et Clark c'était le nom de jeune fille de Martha. Absolument. Encore une fois, il y a un million d'origin story, hein, mais je l'ai déjà vu à plusieurs reprises cette origin story, et je la trouve plutôt cool. Je la trouve plutôt chouette. Toujours dans ces eaux-là, on va avoir Action Comics 1000. Donc vous le savez, hein, on fait des remises à zéro, mais on reprend la numérotation originale, et puis après on parle de numérotation Legend. Donc c'est-à-dire que ah pas bah t'as vu, Legacy, c'est Superman 18. Voilà, Legacy, c'est de l'héritage. Superman 18, mais techniquement c'est Superman 980 machin. Donc là, il y a Action Comics 1000 où il y a eu plein d'histoires de nombreux auteurs. Le numéro a cartonné. Alors, les histoires, il y avait de tout, il y avait du bien, il y avait du moins bien. Moi, celle qui m'a marqué, c'était le Of Tomorrow de Tom King et Clayman, qui était vraiment, vraiment superbe, qui mettait en fait en scène Superman, mais 5 milliards d'années dans le futur, alors que le soleil bah, s'est refroidi et qu'il est à deux doigts de passer de l'étoile jaune à une géante rouge. Et donc, tu assistes vraiment typiquement aux derniers instants de la planète Terre, hein. Clairement, là, c'est fini, quoi. Une fois qu'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de Terre. Et donc Superman retourne sur la Terre une dernière fois pour se recueillir, se souvenir, et il va dire aussi au revoir une dernière fois donc à ses parents d'adoption, donc à la famille Kent, et il les remercie de les avoir élevés. C'est méga touchant, quoi. C'est une histoire super émouvante que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée, et souvent c'est celle que je retiens de ce Action Comics 1000, même si bien évidemment il n'y a pas que ça. Donc c'était Of Tomorrow par Tom King. Je sais pas si toi elle t'avait marqué aussi. J'ai pas le souvenir d'avoir lu Action Comics numéro 1000. Ah, Mais peut-être que si, mais j'en ai pas. Mais faudrait que j'aille jeter un oeil parce que Tom King, hein, ça fait longtemps qu'on avait pas parlé de Tom King. Mais exactement. voilà. Alors qu'ils font. Et aujourd'hui, du coup, où est-ce qu'on en est avec Superman? Bon, bah, bien évidemment, le film arrive au mois de juillet et ça sous-entend que les éditeurs mettent un peu les bouchées doubles aussi en termes de bouquins. Aux États-Unis, on a Absolute Superman. Bon, on vous en a déjà parlé. On apprécie énormément cette série qui en est au numéro 8, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Ça se passe pour l'instant vraiment très bien. Je vous mettrai le lien de ce de ce qu'on avait dit du premier arc dans la description, pas de souci. On a eu le Summer of Superman spécial où c'est clairement une autre ambiance qu'Absolute Superman, hein, où on mettait notamment en scène le mariage de Steel et de Lana Lang. Bon, il n'y a pas tout qui était bon dans ce numéro, mais ça restait un divertissement très sympa. On en avait parlé dans les numéros de la VO. Et bah, en France, c'est pareil, hein, Urban Comics met les bouchées doubles en termes de réédition. Alors déjà avec une première vague de numéros nomades, où on trouvait des grands incontournables, notamment Superman écrase le clan, euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois et qui est clairement cool, mais aussi d'autres titres et pas forcément au format nomade, notamment le All-Star Superman. Et le All-Star Superman, c'est clairement celui que j'ai conseillé à la fin de la conférence. C'est vrai que c'est le sang de Voilà, ma veine, voilà, voilà Absolute. les amis. Mhm. Comment? Non, je dis c'est vrai que c'est très très bien, Absolute Superman. Ah oui, 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 c'est très 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 bien. Bon, C'est dingue ce qu'ils arrivent à faire dans cette ligne absolue, on le dit à chaque fois, mais comment dire, respecter le personnage, mais tout en lui donnant une direction si différente, c'est fort quand même. Franchement, c'est fort. J'ai remarqué quand même que le Summer of Superman, quand tu fais l'abréviation, ça fait SOS. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, Bah, mais c'est normal, c'est parce qu'on met en scène un mariage. Oh, oh, oh. Donc là, c'est le mec qui fait ah, SOS très vite, tu vois. non, mais ah, mon dieu. Toi, il y a ma femme qui m'envoie un truc, Ouais, bientôt. voilà ce que je veux dire. Genre, ça fait un peu genre, ah, je déteste ma femme, haha. Genre les blagues d'il y a 40 ans, c'est. Ouais, c'est beau, c'est beau. Mais Euh... on en joue, clairement, on en joue. ouais. C'est un Attends, qu'est-ce qu'on petit jeu pense à des la main. d'autres couleurs pour les absolutes et les primes? C'est-à-dire, vous en pensez quoi des d'autres couleurs? C'est Mac qui demande ça sur le chat.
Alors à chaque Euh, fois, je me plante. Moi, les deux de couleurs, en fait, c'est la tranche ou c'est vraiment le quatrième de couverture? Parce que du coup, c'est pour les éditions urbaines, c'est pas les trucs VO. Je sais pas Alors, me dire, Matt, mais. je comprends vraiment hein, ton point de vue. C'est vrai que tu en as déjà parlé. Je comprends. Après, il faut quand même garder à l'esprit que tu es une des rares personnes à avoir vraiment tous les titres Superman. Je pense que pour beaucoup d'autres lecteurs, et moi y compris, hein, il y a des classiques que je n'avais toujours pas. Bah, c'était l'occasion un peu de me mettre à jour, quoi, entre guillemets. Maintenant, je comprends. Ça aurait été bien, effectivement, de proposer quand même un ou deux inédits, surtout que c'est pas les choix qui manquent. Ça aurait été bien de proposer une ou deux choses différentes, oui. Ah ouais, du Ou coup, alors au moins c'est. un autre format, comme ils ont fait pour All-Star Superman, où clairement, t'as pas que l'histoire, t'as énormément de bonus, donc tu as quand même des choses à te mettre sous la dent, même si tu connais l'histoire. Mais ouais, là, c'est ce qu'ils disent, c'est que du coup, bah, en fait, sur Ban, sur les absolutes et les primes, ils vont pas mettre le noir en fait. Je pense qu'ils vont mettre des trucs de couleur. Je sais pas, j'avoue Et je me que. demande s'ils en avaient pas, s'ils en avaient, s'ils avaient pas fait une déclaration à ce sujet, ou alors si c'était justement pour leur collection paperback. Peut-être. Non, je crois qu'ils avaient dit ça pour leur collection paperback, en disant que ça allait être un peu plus. Bon, ils ont pas dit ça comme ça, mais que ça va pas être aussi harmonieux que là où tout sera noir, entre guillemets, beau dans ta bibliothèque, où là, ça sera un peu plus Panini Comics, j'ai envie de dire, un peu plus Coloré quoi. anarchique, un peu plus.